Ce dimanche, c'est la journée mondiale de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Pour éviter ces maladies, les populations sont invitées à la pratique du sport. Nous en parlons dans cette édition. Le 64e anniversaire de la République populaire de Chine a été célébré ici en Côte d'Ivoire. Cette célébration a été l'occasion pour l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères Charles Djiby Kofi de souligner les bonnes relations qui existent entre les deux pays. Au Sénégal, il n'y a toujours pas de solution au manque d'eau dans la capitale à Dakar et cela depuis 2 semaines. Le président sénégalais Macky Sall a lancé un appel à la France ainsi qu'à la Chine pour aider son pays à réparer le système d'adduction d'eau à Dakar. Le magazine de ce dimanche a pour thème VIH, SIDA et résistance aux anti-infectieux, nouveaux défis pour la santé publique. Pour nous éclairer sur ce thème, nous allons recevoir le professeur Hortense Faye-Keité, microbiologiste à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, et ce sera pour tout à l'heure. Et puis sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, qui était à New York aux États-Unis d'Amérique, où il a pris part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, arrive ce dimanche après-midi à Abidjan. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI. Ce dimanche, c'est la journée mondiale de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Pour éviter ces maladies, les populations sont invitées à la pratique du sport. Patricia Omouetia. L'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation de tabac et le manque d'exercice physique constituent les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi le thème de cette année est axé sur le courage et la volonté des populations à prendre la route qui conduit à un cœur sain en pratiquant une activité physique. 32,3% de la population adulte est encore sédentaire. Donc il y a encore du challenge, c'est un challenge, il y a encore du travail à faire. La pratique régulière de l'activité physique, c'est la base de la prévention des maladies chroniques, en particulier des maladies cardiovasculaires. Nous avons une direction du sport de masse et du sport féminin qui organise chaque week-end, chaque samedi matin, une randonnée, une petite marche à Benjerville pour maintenir la santé. Des campagnes de sensibilisation, des campagnes de dépistage de l'hypertension artérielle, de l'obésité sont organisées par les fondations et ONG. L'invitation lancée à l'occasion de la Journée mondiale du cœur a pour but de faire connaître au grand public, à travers des conférences, les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires ainsi que les moyens de les combattre. Et parlons toujours des maladies du cœur, très souvent ignorées par les populations. Elles sont responsables d'un tiers des décès recensés dans le monde. À la faveur de la Journée mondiale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, la Fondation des maladies du cœur a décidé de mener une campagne de sensibilisation en vue d'informer les populations sur les maladies, sur bien sûr ces maladies. Serge Gangomé, Patricia Omouetia. Chaque année, les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, telles que l'hypertension artérielle, provoquent plus de 15% des décès en Côte d'Ivoire. Si rien n'est fait, un décès sur 2 en 2020 sera occasionné principalement par les maladies cardiaques. Très peu d'Ivoiriens sont informés de cette menace. Je n'ai pas une idée particulière des maladies cardiovasculaires. Non, je ne connais pas ces genres de maladies. En toute honnêteté, je ne sais pas. Pour pallier ce manque d'informations, la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire a décidé d'initier des campagnes de sensibilisation. C'était important pour nous que nous passions à la phase de sensibilisation et de prévention sur l'ensemble des facteurs de risque qui étaient, à notre sens, ignorés par les populations ou mal connus. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi comme axe stratégique en termes de prévention la pratique de l'exercice physique régulier et la qualité de l'alimentation, qui sont les 2 éléments importants dans le cadre du traitement de l'ensemble des maladies cardiovasculaires. La Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire a lancé récemment 3 journées de dépistage du diabète, des maladies bucco-dentaires et cardiovasculaires. C'était au groupement des sapeurs-pompiers de l'Indénié. Cette action a été suivie de l'organisation d'une journée sportive. Objectif, encourager les populations à la pratique du sport pour faire barrière aux maladies du cœur.
De santé, nous allons en parler dans le magazine de ce dimanche avec pour thème VIH, sida et résistance aux anti-infectieux. Un nouveau défi pour la santé publique. Ce sera avec le professeur Hortense Faye-Kété, microbiologiste à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Ce sera tout à l'heure. Autre sujet, l'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons, lancée par la première dame, Mme Dominique Ouattara, le 3 août dernier à Makori, se déroule bien sur le terrain. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Rémi Alakouadio, a fait le constat à Koumassi et à Trècheville. Francis Boifo. La propriété est source de santé et de bien-être. Message du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable aux habitants de la cité-ci dans la commune de Koumassi et à ceux du quartier Apollo dans la commune de Trècheville. Rémi Alakouadio effectuait une visite de terrain dans le cadre de l'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons. Cette opération a été lancée il y a environ 2 mois par la première dame, Mme Dominique Ouattara. Au quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi, l'appel de la première dame invitant les populations à assainir leur cadre de vie a été entendu, à en croire cette femme. Nous balayons en groupe et c'est par association aussi. Et vraiment, on fait ça tous les jours. Le ministre Rémi Alakouadio a pu constater l'effort consenti par les maires de Koumassi et Trècheville pour emmener leurs administrés à s'approprier l'opération de salubrité. C'est un début. Nous encourageons donc les populations à continuer. Je dois donc remercier et féliciter monsieur le maire de Trècheville, remercier et féliciter monsieur le maire de Koumassi, justement pour leur appropriation de cette opération et pour leur volonté. Et on sent que leurs collaborateurs sont vraiment motivés et qu'ils veulent que cela réussisse. Des efforts certes, mais beaucoup reste à faire pour avoir un cadre de vie propre dans certains quartiers de Koumassi et Trècheville. Le ministre en charge de la salubrité urbaine demande aux autorités municipales et aux responsables des comités locaux de salubrité de faire du porte-à-porte, rappelant à chacun des habitants de leur commune la nécessité de nettoyer devant sa maison. Cette information avant de poursuivre cette édition, le ministre des Infrastructures économiques informe les usagers de la route que d'importants travaux de réhabilitation de la section autoroutière Abidjan-Saint-Grobos se dérouleront du 2 octobre au 7 décembre. Ces travaux seront effectués dans les 2 sens de la circulation, l'un après l'autre. Le sens de circulation dans lequel les travaux seront réalisés sera entièrement fermé aux usagers pendant la période des travaux. Pendant cette même période, la voie restée libre sera exceptionnellement utilisée dans les 2 sens. Le respect scrupuleux de la signalisation et la plus grande prudence sont demandés aux usagers. Le Conservatoire national des arts et métiers de Paris et l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro sont désormais partenaires. Les 2 structures ont signé une convention dans la capitale française. Marie-Laure Ngouran. Paris, rue Saint-Martin. Un édifice, une architecture qui résiste bien au temps. Nous sommes au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers de Paris, créé en 1794. 219 ans d'existence. Le Conservatoire, établissement d'enseignement supérieur et de recherche dédié à la formation continue des adultes, reçoit la visite d'une délégation ivoirienne. Elle est conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objet de la mission, signer une convention avec le Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Il s'agit précisément d'une coopération entre le CNAM et l'INPHB, Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La coopération vise à mettre en œuvre des actions de formation en adéquation avec l'emploi des jeunes. Le leitmotiv du CNAM, c'est étudier tout au long de la vie. Il s'agira dans un premier temps de mettre en place des types de formations qui permettent à ceux qui ont le DUT de faire des formations dans d'autres domaines et renforcer leurs capacités. Avec le CNAM, nous allons recenser auprès des entreprises les besoins et en fonction de ces besoins, mettre en place des formations adaptées pour permettre à ceux qui vont être les bénéficiaires de ces formations d'être beaucoup plus insérés plus facilement dans le milieu professionnel. Ce partenariat va nous permettre de renforcer, bien sûr, les capacités de l'INPHB,
va permettre de renforcer l'employabilité des étudiants que l'INPHB forme, va nous permettre également de bénéficier de formations à distance dispensées par les enseignants du CNAM. Un partenariat scellé. Des actions sont en vue, notamment la formation des formateurs, la mise en place des filières de reconversion dans les secteurs à forte employabilité, la promotion de l'entrepreneuriat et de la recherche. À nos yeux, pour le CNAM, pour l'établissement, pour l'ensemble des collègues et du personnel du CNAM, un accord aussi important avec un pays extrêmement prestigieux d'Afrique est très très important. Pourquoi il est important? Parce que ça nous permet de tisser des liens sur les sujets de la formation tout au long de la vie, de la formation professionnelle. Et cette convention qui a été signée doit permettre la mise en place de formations au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Formation que nous espérons pouvoir mettre en place en lien avec les entreprises installées en Côte d'Ivoire, de manière à prendre en considération au plus près leurs besoins. Placé sous la tutelle du ministère français de l'enseignement supérieur, le Centre national des arts et métiers de Paris remplit 3 missions: la formation tout au long de la vie, la recherche, la diffusion de la culture scientifique et technique. Autre information, la conférence internationale sur l'adéquation formation-emploi a pris fin. Des recommandations en vue de trouver des solutions au problème du chômage des jeunes diplômés ont été faites. Serge Gangomin, Victorine Yaoyobwe. 2 jours de réflexion pour trouver des solutions au chômage des jeunes diplômés. Les délégations des 22 pays d'Afrique sont unanimes. Il faut adapter les capacités des formateurs des écoles professionnelles aux réalités du marché. Il faut également renforcer les capacités opérationnelles des structures d'État en charge des questions d'emploi. Il faut impliquer davantage les entreprises dans la recherche permanente de solutions à l'emploi des jeunes et informer les parents sur les secteurs pourvoyeurs d'emploi. La filière de l'hôtellerie par exemple ou du tourisme, on a rarement des parents qui poussent leurs enfants dans ces secteurs-là parce que c'est identifié comme des secteurs pas valorisants. Alors que c'est des secteurs porteurs, c'est des secteurs où il y a des niches d'emploi et il faudrait, au lieu de choisir des secteurs saturés, choisir ces secteurs porteurs pour que l'adéquation formation-emploi puisse être réussie. Pour le directeur général de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, la rencontre d'Abidjan a été enrichissante. Selon Ndri Philippe, elle aura permis aux pays participants d'échanger leur expérience en matière d'employabilité des jeunes diplômés. Le directeur de cabinet du ministre en charge de l'emploi, Aguier Amafon Germain, a au nom du ministre Moussa Dosso salué la grande participation des délégations pays d'Europe et d'Afrique. Une participation qui marque l'intérêt de tous à résoudre l'épineuses question de l'adéquation formation-emploi. Pendant une semaine, des experts ivoiriens et africains dans plusieurs secteurs d'activité étaient ici à Abidjan à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Ils ont réfléchi sur la bonne gouvernance en Afrique et proposé des solutions pour le développement du continent. À l'issue de cette rencontre de réflexion, ils se disent satisfaits. Médias et construction de la démocratie, bonne gouvernance, enjeux et défis pour une Côte d'Ivoire émergente. Au total, 20 sujets d'intérêt économique, politique, culturel et religieux ont été abordés durant 5 jours avec des participants issus de toutes les couches sociales. Des participants qui apprécient cette première édition des universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance, une plateforme d'échange. On voit que les questions de gouvernance ne sont plus des paroles en l'air, mais c'est une problématique qui est au cœur et au centre du développement de nos jeunes États. Ce que je note, l'esprit civique et la haute idée de ce que c'est que l'État. Un homme d'État doit se considérer comme au service du peuple. L'homme d'État n'est pas à son propre service. Les initiateurs de ces journées de discussion se disent également satisfaits. Un éveil de conscience, aussi bien pour les gouvernants, les dirigeants, les décideurs, que pour le citoyen lambda. La gouvernance démocratique, c'est la meilleure façon possible de gérer les biens de la cité au bénéfice de la population que l'on a en charge. Et la citoyenneté responsable, c'est la prise de conscience de l'intérêt général, de sorte à œuvrer au quotidien par son attitude, ses pensées, ses comportements à la croissance
de tout ce qui constitue la richesse, le patrimoine national. Les universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance visent à améliorer la gouvernance dans les secteurs de la vie, à l'instar des universités de l'été en France. Le modèle ivoirien était à sa première édition. Parlons du 64e anniversaire de la République populaire de Chine célébré ici en Côte d'Ivoire et c'est le deuxième grand titre de cette édition. Cette célébration a été l'occasion pour l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Dibi Kofi de souligner les bonnes relations qui existent entre les deux pays. Kadissou Maoro, Honorine Kakubla, Anigori. La République populaire de Chine marque d'une pierre blanche les festivités de sa fête nationale en terre ivoirienne. Plusieurs générations d'Ivoiriens et de Chinois attachés aux valeurs de justice, de solidarité et de progrès social étaient aux côtés de l'ambassadeur de Chine. Selon Shang Koking, la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire ne cesse de porter des fruits, notamment le Palais de la Culture, la Maison des députés à Yamoussoukro, l'hôpital de Gagnoa, pour ne citer que ces exemples. Il se réjouit de la prochaine visite de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale en Chine, sur invitation de son homologue chinois en novembre prochain. Pour lui, tout ceci concourt au renforcement de la coopération bilatérale. Nous restons toujours ensemble parce que nous sommes tous des pays en voie de développement, nous avons des similitudes. Pour avoir un développement durable, nous devons rester toujours côte à côte. Paul Kofi Kofi, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, souligne que la coopération sino-ivoirienne est un modèle parce que, dit-il, c'est une relation qui a un impact direct sur l'amélioration des conditions de vie des populations. La Chine a toujours été à nos côtés et à l'occasion de cet anniversaire de leur indépendance, nous ne pouvions pas manquer cette occasion. Donc, en l'absence du ministre d'État, dont j'attire l'intérim, au nom du président de la République, nous associons pour être présents et manifester notre amitié et notre profonde gratitude pour la Chine, pour tous les efforts que ce pays accomplit pour notre développement. Pour traduire l'engagement de son pays à soutenir l'État ivoirien dans sa politique sanitaire, l'ambassadeur de Chine a fait un don de médicaments. Des médicaments composés d'antipaludiques et de paracétamol fabriqués par les laboratoires ivoiro-chinois. Le ministre Charles Dibi Kofi était représenté à cette cérémonie par le ministre Paul Kofi Kofi. Tout à fait autre chose. La 62e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine qui se tient depuis hier samedi ici à Abidjan prend fin ce dimanche. Cette réunion qui rassemble les représentants des parlements de 40 États membres de l'Union a pour objectif de faire le point de la bonne marche de l'organisation et de se pencher sur les problèmes du continent africain. À Bouaké, de nombreux véhicules et motos sont en circulation avec de faux documents administratifs. Pour mettre fin à ces pratiques, la société ivoirienne de contrôle technique automobile SICTA a décidé de former les policiers et les gendarmes pour mieux contrôler ces véhicules et motos. Kwadjo Kwame, RTI Bouaké. 20 à 30% des certificats de visite technique, des cartes grises et d'autres documents afférents aux automobilistes et motos sont frauduleusement confectionnés en Côte d'Ivoire. Depuis janvier 2013, la Société ivoirienne de contrôle technique automobile SICTA recouvre les taxes référentes aux automobiles et aux motos. Cependant, la contrefaçon et la fraude ralentissent la mission de la SICTA sur leur terrain. La SICTA veut donc se donner les moyens pour combattre ce phénomène qui porte un préjudice considérable à l'économie ivoirienne. Pour ce faire, cette structure vient d'initier un atelier pour renforcer les capacités des forces de l'ordre à Bouaké. Depuis le mois de juillet, nous avions constaté qu'il y a des contrefaçons. Nous sommes venus instruire les forces de gendarmerie et de police de la région du Gbeke afin qu'ils puissent appréhender les auteurs au sujet de ces certificats falsifiés. Les différents commandants de brigades de gendarmerie des régions de Gbeke et du Hambol ont eu les rudiments nécessaires pour déceler les documents falsifiés. Ces gendarmes sont repartis satisfaits et ont rassuré Yakwasi Emile, directeur général de la SICTA, de mettre à profit cette formation.
Ce renforcement des capacités des forces de l'ordre pour combattre ce fléau qui ruine l'économie ivoirienne va s'étendre aux policiers des régions du Béké et du Yambol. La COPAGA, la coopérative agricole de Gabiadji, est un exemple dans la filière café et cacao. Cette coopérative a reçu récemment la reconnaissance de la nation. Noël Niagno s'est intéressé à cette structure pour voir comment elle est organisée. Gabiadji, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à plus de 35 km de San Pedro, le premier port exportateur de cacao au monde. Les populations sont heureuses, elles se sont mobilisées pour l'exprimer sous diverses formes. La raison, leur champion, Kwasi Kwame Bernard, président du conseil d'administration de la COPAGA, la coopérative agricole de Gabiadji. Leur coopérative, la meilleure structure de la filière café-cacao pour cette première année après la réforme, a reçu la reconnaissance de l'État. Les arguments des écoles construites par la COPAGA comme celle de Mathieu Cros, un centre de santé équipé avec une ambulance, un collège, une usine de conditionnement, le reprofilage des pistes rurales, l'ouverture d'une structure de microfinance pour sécuriser le revenu des paysans. Kwasi Kwame Bernard et sa coopérative donnent ainsi la pleine mesure de la solidarité entre coopérateurs. Et les investissements ciblés sont à propos. Une autre année s'ouvre bientôt. Le préfet de région de San Pedro, partie prenante à la célébration, salue les actions réalisées et invite à davantage d'efforts de travail pour la nouvelle campagne 2013-2014. Le gouvernement ivoirien veut faire revivre dans l'esprit des Ivoiriens la notion de famille après les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. La mission est confiée au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne Désiré Ouloto a donc rencontré des représentants des institutions de la République, des structures étatiques et de la société civile. Victorine Yaoyoboué. La crise sociopolitique qui a duré plus d'une décennie a défiguré le cercle familial ivoirien. Hommes, femmes et enfants, tous connaissent de nombreuses difficultés concernant la santé, l'éducation et l'alimentation. Tous ces facteurs constituent un frein à la cohésion sociale. En vue d'apporter des réponses claires et précises aux préoccupations de la famille, le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a échangé avec les institutions de la République, les ministères techniques, les structures étatiques et la société civile. Les familles sont appelées aujourd'hui à redevenir ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être. Des pourvoyeurs de citoyens de qualité. Nous souhaitons aujourd'hui que les familles se remettent en cause. Nous souhaitons que ces familles, dans un partenariat fort avec le gouvernement, accompagnent l'action du gouvernement, n'est-ce pas, en faisant en sorte que nous puissions véritablement avoir donc cet Ivoirien nouveau, capable d'accompagner donc notre société vers une mieux-être. Les participants ont salué cette rencontre qui définit la famille comme une cellule de base et surtout comme le premier espace d'apprentissage et de socialisation. Pour moi, remettre la famille dans le bon endroit, c'est déjà commencer à reformer cette société avec un idéal que nous poursuivons tous. En conclusion, Anne Désiré Ouloto attend les avis des uns et des autres. Le prochain rendez-vous verra la mise en place de la Commission nationale de la famille par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La page religion de cette édition, le pèlerinage 2013 de l'eau en France, reste encore gravé dans la mémoire des Ivoiriens pèlerins de cette édition. Ils disent avoir été frappés par les actes d'humanité posés dans les sanctuaires. Et Jeune Atoubé. Dirigeant un fauteuil ou un brancard de malades ou handicapés, ils sont partout, au sanctuaire de Lourdes, toujours aux petits soins de cette importante frange de pèlerins. Ce sont des bénévoles de tous âges et de toutes conditions. S'ils sont d'origine différente, leur motivation est cependant commune, le service. À Lourdes, ces bénévoles, enfants, adultes, hommes et femmes, démontrent leur engagement à ressembler au Christ et durant tout le pèlerinage, leur conduite et leur comportement étaient la traduction concrète des valeurs de solidarité, de charité, d'amour aussi, comme enseigné par l'Église. Quand on est à Lourdes, on comprend ce que l'Église dit quand on parle de la gratuité. Il y a des jeunes que nous avons trouvés ici qui quittent leur pays, ils viennent
rien que pour aider les malades. Et je trouve cela fabuleux, je trouve cela évangélique et je bénis Dieu pour ces jeunes. Nous qui sommes jeunes, je trouve qu'on peut donner notre temps à des personnes qui en ont plus besoin que nous et c'est un peu notre responsabilité aussi de faire partager notre temps et notre joie de vivre à des personnes qui en ont besoin. Environ 3000 personnes malades et handicapées, hommes, femmes et enfants, venant de tous les continents ont été recensés comme pèlerins de cette 140e édition du pèlerinage à Lourdes. On les rencontre principalement dans des centres d'accueil gérés par les assomptionnistes de l'association Notre-Dame de Salut, Accueil Sainte-Bernadette ou Accueil Saint-Fray. Là, les malades et handicapés reçoivent gîtes, couverts et assistance, grâce à la disponibilité de tous les bénévoles. Sur le terrain, des rôles et missions différents, mais le même engagement à servir avec charité et amour, bien qu'aujourd'hui, les organisateurs du pèlerinage à Lourdes appellent à un renforcement de leurs effectifs. Tous les services, quels qu'ils soient, sont toujours tournés d'abord vers le malade et ensuite vers les pèlerins. Notre première préoccupation est d'abord de s'occuper du malade, de celui qui souffre, ensuite d'encadrer les pèlerins pour qu'ils fassent un bon pèlerinage. Nous voudrions pouvoir proposer à plus de pèlerins malades ou handicapés de vivre cette rencontre ici à Lourdes. Et évidemment, ce qui dit plus de pèlerins malades ou handicapés, dit plus de pèlerins valides, d'hospitaliers pour les servir. Oui, je lance cet appel. Lourdes vous ouvre grand les bras et il y aura toujours de la place pour tous les pèlerins, que ce soit au service des pèlerins malades et pour la prière, l'un est indissociable de l'autre. À Lourdes, on est frappé par cet élan d'humanité, les valides aidant les invalides et les malades. Acte de foi en un lieu de réconciliation et de paix sous le regard de la très Sainte Vierge Marie. Dans l'actualité ouest-africaine hors de la Côte d'Ivoire, les Guinéens ont voté hier samedi dans le calme pour les premières élections parlementaires depuis plus de 10 ans dans le pays. Une grande mobilisation des électeurs a été constatée à Conakry et dans des villes de l'intérieur. Et aucun incident violent n'a été signalé dans les bureaux qui avaient fermé. Le dépouillement des bulletins avait commencé aussitôt et se poursuit aujourd'hui même. La commission électorale nationale indépendante envisage un taux de participation de plus de 80%. Les résultats provisoires seront annoncés mercredi prochain. Au Mali, une voiture piégée à bord de laquelle se trouvaient 2 kamikazes a explosé hier samedi à l'entrée du camp militaire de la ville de Tombouctou. Bilan 4 morts, 2 civils et 2 kamikazes. Les kamikazes étaient à bord d'un véhicule. Ils ont pu pénétrer au cœur de la ville de Tombouctou en déjouant le système de sécurité mis en place par l'armée malienne et les forces internationales. Au Sénégal, il n'y a toujours pas de solution au manque d'eau dans la capitale à Dakar et cela depuis 2 semaines. Le président sénégalais Macky Sall a lancé un appel à la France ainsi qu'à la Chine pour aider son pays à réparer le système d'adduction d'eau à Dakar. En attendant, les populations se débattent comme elles peuvent pour avoir de l'eau pour leurs besoins. Ces jeunes ne sont pas des chercheurs d'or, mais d'un liquide encore plus précieux aujourd'hui dans la capitale sénégalaise, l'eau. Et c'est en creusant à quelques mètres de profondeur du sable fin de la plage de Yoff-Lahen, située en banlieue dakaroise, que les riverains vont découvrir la denrée rare. Pour Dakar, qui subit de plein fouet une pénurie depuis une quinzaine de jours, cette eau est la bienvenue. Cette eau permet d'aider, de soulager les populations. Elle sert dans les maisons, à laver les toilettes, faire le linge et tout le reste. Et puis plus on creuse, plus l'eau qui sort est de bonne qualité. Donc cette eau-là, on peut l'utiliser pour boire et faire le nécessaire à la maison. On peut se laver avec. Oui, c'est buvable. Cette méthode de recherche de l'eau se pratique de plus en plus aujourd'hui sur une grande partie du littoral dakarois. Mais pas sûr que cette eau soit propre à la consommation. Donc je pense que ça doit être l'eau de la nappe phréatique. Par contre, cette eau-là serait considérée comme une eau de puits. Et l'eau de puits n'est pas une eau aussi potable que ça. Ce qui fait que cette eau-là peut entraîner des risques graves sur le plan sanitaire. Parce que ces gens-là peuvent avoir
des intoxications liées à la consommation de cette eau-là, comme des vomissements, des diarrhées. Le gouvernement sénégalais, réuni en conseil extraordinaire des ministres dans la nuit de ce jeudi, a décidé officiellement de demander l'aide de la France et de la Chine. En attendant, les camions-citernes continuent d'effectuer des rotations afin d'alimenter les quartiers en eau potable. Le magazine de ce dimanche a pour thème VIH, sida et résistance aux anti-infectieux, nouveaux défis pour la santé publique. Pour nous éclairer sur ce thème, nous allons recevoir le professeur Hortense Faye-Kété, microbiologiste à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, professeur Kété, à quel moment dit-on que l'organisme résiste aux médicaments de façon générale? Merci beaucoup pour votre question. Cette question me permet de situer le cadre de cette intervention. En ce qui concerne les traitements anti-infectieux, il faut dire que ce sont des molécules développées soit vis-à-vis des bactéries, c'est ce qu'on appelle les antibiotiques, soit vis-à-vis des virus, c'est ce qu'on appelle les antiviraux, soit vis-à-vis des parasites, c'est ce qu'on appelle les antiparasitaires. Alors, au XXe siècle, ces molécules ont apporté beaucoup dans la lutte contre les maladies infectieuses et ces molécules ont révolutionné le traitement de ces maladies. Mais pour ne pas disparaître complètement de l'écosystème, les bactéries ont riposté, les micro-organismes de façon générale ont riposté, et ils ont développé un véritable plan hors sec pour lutter contre ces infections. Et tout ça au niveau de l'organisme. Tout ça au niveau de l'organisme. Alors, comment les micro-organismes s'y prennent? Alors, premièrement, les micro-organismes peuvent se camoufler et de ce fait-là ne pas être vus par l'organisme. Deuxièmement, ces micro-organismes peuvent fermer toutes leurs portes et ne pas permettre l'entrée de l'antibiotique ou des anti-infectieux dans leur sein. Et troisièmement, ces micro-organismes vont envoyer de véritables missiles sol-air et ces missiles vont donc détruire les médicaments. Alors, professeur, nous allons prendre le cas spécifique du VIH-Sida. Comment est-ce que cela se passe? Alors, en ce qui concerne le cas spécifique du VIH-Sida, il faut dire que les micro-organismes résistent aux anti-infectieux, tout simplement, ceci du fait des comportements de l'homme. Alors, premièrement, l'homme utilise de façon abusive les antibiotiques. Deuxièmement, il faut noter la mauvaise observance des traitements prescrits par les médecins par certains malades. Il faut également noter l'utilisation larga manu des antibiotiques et l'utilisation des antibiotiques à large échelle, aussi bien dans le monde en médecine humaine qu'en médecine vétérinaire, que dans l'agriculture, que dans l'environnement. Pour prendre le cas spécifique du VIH, il faut dire que deux facteurs permettent donc l'apparition des résistances. C'est notamment la mauvaise observance des traitements par les malades, mais c'est également le fait que les programmes donnent les médicaments aux patients et que les patients vont prendre ces médicaments sur une longue durée, ce qui fait que la probabilité que les mutants résistants apparaissent est très élevée. Professeur, que doit faire le malade face à cette situation? Et le malade et le corps médical? Alors, je préfère commencer par le corps médical. Il faut dire que le corps médical doit pouvoir maîtriser la prescription de ces différentes molécules pour donner à chaque fois le traitement adapté. Il doit s'informer de faire le point et s'informer de la résistance des micro-organismes dans le pays dans lequel il se trouve. Et il doit pouvoir dialoguer avec le patient pour expliquer à ce patient les bien-fondés et les exigences du traitement qu'il va suivre. Maintenant, le malade. Il faut aussi que le malade il sache écouter et être attentif à la sensibilisation du médecin. Il doit s'informer sur sa maladie. Il doit également comprendre pourquoi il prend un médicament, comment le médicament agit dans son corps et quelles sont les raisons qui vont faire que le médicament peut ne pas marcher. Et à ce moment-là, il sera à même donc de supporter le médicament et de suivre le traitement comme il est prescrit.
Alors, professeur, concernant le VIH-Sida pour le traitement de cette maladie, il y a de l'espoir aujourd'hui, mais avec cette résistance révélée par la médecine, les inquiétudes peuvent renaître. Alors, il faut dire que ceci ne devrait pas être le cas, parce que grâce à la solidarité internationale, les patients disposent à l'heure actuelle de médicaments efficaces. Ces médicaments ont notamment amélioré la vie des patients. Ces médicaments ont même agi et ont fait donc infléchir la prévalence de la maladie et ont fait diminuer les nouvelles infections. Et donc ces médicaments sont efficaces. Voilà pourquoi nous devons rester vigilants. Hein, nous devons nous organiser pour que ces médicaments apportent un bénéfice le plus longtemps possible et que l'on ne voit pas apparaître la résistance comme on le verrait pour certaines maladies. Il n'y a pas lieu de désespérer donc. Il n'y a pas lieu de désespérer puisque les médicaments sont encore actifs. Alors, outre le VIH-Sida, est-ce qu'il y a d'autres maladies où la médecine, où les recherches ont permis de révéler qu'il y a résistance? Oui, c'est le cas notamment dans le cadre du paludisme. Vous avez certainement dû entendre parler de la chloroquinorésistance qui oblige à présent les médecins à prescrire les dérivés de l'artésimine pour le traitement du paludisme. C'est le cas également de la tuberculose. Actuellement, on parle des souches MDR et XDR de la tuberculose. Et c'est le cas également des infections acquises en milieu hospitalier que l'on appelle communément les infections nosocomiales. Alors, professeur, comment est-ce qu'on peut se rendre compte de cette résistance? Alors, pour se rendre compte de cette résistance, il faut s'adresser à un laboratoire. Donc, c'est la mission des différents laboratoires de détecter cette résistance et de mettre en œuvre et d'utiliser des outils donc, pour détecter la résistance, pour justement prévenir les autorités et alerter les autorités pour que ces résistances-là ne deviennent pas un problème de santé publique. Oui, justement, en parlant de laboratoires, est-ce qu'il existe des laboratoires dans tous les hôpitaux et également dans tous les centres de santé, surtout à l'intérieur du pays? Merci pour la question. Il faut dire que c'est vrai qu'il n'existe pas de laboratoire dans tous les centres de santé de la Côte d'Ivoire, mais à l'heure actuelle, des plateaux techniques sont bien développés au niveau des laboratoires de CHR, c'est-à-dire des centres hospitaliers régionaux. Et ces centres hospitaliers régionaux peuvent servir de pôles, peuvent servir de centres d'expertise pour que toute la population, tous les malades d'une région puissent y réaliser les tests de diagnostic afin qu'ils soient correctement pris en charge en fonction de ce qui aura été trouvé par le laboratoire. Oui, à cela aussi, il faut ajouter la formation, professeur. Oui, c'est sans formation, autant au niveau des techniciens de labo que du personnel médical. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même signifier qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons les ressources humaines qu'il faut. Les ressources humaines sont disponibles. Actuellement, il y a un déploiement de managers de laboratoire à l'intérieur du pays, notamment au niveau des CHR. Donc, je peux vous assurer que un personnel qualifié est disponible sur place pour prendre en charge les analyses des patients et faciliter donc la prise en charge par le médecin. De temps en temps, il faudra renforcer les compétences. Alors, quelle stratégie le pays, la Côte d'Ivoire, doit adopter face à cette situation? Alors, disons que face à la résistance aux anti-infectieux, la première chose à faire, c'est de mettre le problème de la résistance au cœur de la santé et de l'identifier comme un problème de santé publique. La deuxième chose, c'est de mettre les laboratoires en réseau pour que ce qui est découvert dans un premier laboratoire puisse servir de modèle à ce qui sera découvert dans un autre laboratoire. Et il faut dire aussi qu'il faut qu'il y ait un partage d'expérience pour que ce qui a marché dans certains pays puisse servir de modèle à d'autres pays afin que ces pays-là ne tardent pas à découvrir des solutions qui sont déjà disponibles ailleurs. Est-ce qu'il y a des pays où l'on a découvert cette résistance déjà qui a été bien traitée? Le problème de la résistance aux anti-infectieux, c'est un problème qui est bien connu dans les pays développés. Hein, et au niveau du continent? Au niveau du continent africain, disons que tous les pays de l'Afrique subsaharienne ont notifié des cas de bactéries résistantes à leur sein. Et c'est un problème qui est très important, qui est beaucoup plus important en milieu hospitalier
qu'en médecine communautaire. Alors, professeur, il y a un phénomène qui perdure en Côte d'Ivoire, les médicaments de la rue. Nous nous sommes rendus compte que les populations continuent d'acheter des médicaments dans la rue. Et face à cette situation, quel conseil? Alors, je ne pourrais pas vous dire ici d'entrée de jeu que les médicaments de la rue participent de la résistance, de l'apparition de la résistance aux antibiotiques, dans la mesure où les tests de laboratoire ne nous permettent pas de faire la part entre les différents facteurs liés à la résistance aux anti-infectieux. Mais il est vrai que la vente libre de médicaments et l'utilisation intempestive des médicaments par les patients et surtout pour les pathologies non adaptées peut accroître le phénomène de la résistance aux anti-infectieux. Alors, professeur, nous allons terminer cet entretien avec vous. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Alors, ce que je peux dire, c'est de demander à la population d'observer strictement les prescriptions des médecins. Deuxièmement, prendre les médicaments tels que ces médicaments ont été prescrits par leurs médecins. Troisièmement, de se procurer ces médicaments chez les professionnels. Quatrièmement, d'observer les règles générales d'hygiène collective et d'hygiène individuelle. Et il faut dire aussi que le problème de la résistance aux anti-infectieux n'est pas un problème des médecins ni du monde des professionnels de la santé. C'est un fait de société. Les médecins doivent prescrire le bon médicament, mais les malades et leurs familles doivent assister à la sensibilisation et s'informer auprès des professionnels par rapport aux règles qui sont disponibles. Les laboratoires doivent s'organiser pour faire la surveillance et la veille microbiologique et les gouvernants doivent protéger leurs administrés en mettant à leur disposition des médicaments essentiels et en luttant contre la vente illicite de médicaments. Merci, professeur, pour tous ces éclairages. Restez avec nous et nous allons parler de sport. Football, Coupe Félix Houphouët-Boigny entre le COE Sport de San Pedro et la SEC d'Abidjan. C'était hier, le COE Sport de San Pedro a battu la SEC d'Abidjan, score 1-0. Le COE Sport de San Pedro inscrit son nom au palmarès de la 34e Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. Les COEK n'ont eu besoin que de cette action de la 36e minute et ce but de la tête de Herman Quadio pour venir au bout de l'ASEC Mimosa. Les COEK se sont contentés alors de contrôler la deuxième période pour se succéder à eux-mêmes au palmarès de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. Troisième victoire du COE dans la compétition après 2005, 2012 et 2013. Alors ici de Onge à Soukrou, l'élection de Miss Monde 2013 s'est déroulée hier samedi à Bali en Indonésie. Au terme d'une cérémonie somptueuse, c'est finalement Miss Philippines qui a remporté le prestigieux titre. Miss Philippines Megan Young succédant à Miss Monde 2012, la chinoise Young Yangxia. Les dauphines sont françaises et ghanéennes. Miss Côte d'Ivoire Aïssata Dia n'a pas réussi à se positionner parmi les 15 finalistes. Ce sera pour une prochaine fois, certainement, bien sûr, pour la Côte d'Ivoire. Et puis, très bien, et puis sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, qui était à New York aux États-Unis d'Amérique, où il a pris part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, arrive ce dimanche après-midi à Abidjan. C'est la fin de cette édition. Merci, professeur, qui était d'être resté à notre compagnie. Merci à vous de l'avoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez chez le même plaisir sur le site de la RTI, www.rti.ci.